Et salut la team rentable, ici Yann Darwin, t'es sur la chaîne des finances personnelles et de l'investissement. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier car j'interviewe un notaire et il y a quelques temps, j'avais fait un appel à questions sur mes réseaux sociaux. Le sujet, c'était l'immobilier locatif en 2021. Donc, bonjour maître Messan, vous êtes notaire à Bordeaux. Merci de nous recevoir pour être vous prêter au jeu de l'interview. Eh bien, merci de votre invitation. On va essayer de répondre à vos questions. Ok, bah écoutez, on va s'efforcer. Bienvenue en tout cas ici. Alors, j'ai un bien, je veux le mettre dans une SCI. Donc là, la question c'est j'ai hérité d'un bien, je veux le mettre dans une SCI. Est-ce que c'est possible? Comment ça se passe? Alors, évidemment, c'est possible. Donc, il faut aller voir là aussi son notaire. Et donc, votre question, c'est je veux mettre un bien dont je vais hériter en SCI. On va supposer que l'héritage, c'est déjà produit. C'est-à-dire que la personne qui vous pose la question est déjà, tout à fait. Est déjà propriétaire. Donc, il faut aller voir son notaire et il faut rédiger des statuts de SCI. La spécificité par rapport à des statuts, on va dire, plus classiques, c'est que ces statuts vont devoir inclure ce qu'on appelle un apport immobilier. C'est-à-dire que je vais prendre le bien dont je suis propriétaire et je vais le mettre dans la société civile immobilière. Ça s'appelle techniquement un apport en nature. Ça veut dire que je constitue le capital de la société en apportant le bien immobilier. C'est tout à fait possible et c'est quelque chose qui est très intéressant. Pourquoi? Parce que la SCI, on va pas se mentir, c'est pas forcément un outil de détention exceptionnel. C'est-à-dire que vous avez deux types de SCI. Vous avez, à la limite, vous et moi, on souhaite faire une opération ensemble et on veut acheter un bien et on va constituer, vous et moi, une société civile immobilière parce qu'on n'a pas de lien juridique et on a envie d'en faire un. Et bien évidemment, c'est une société civile immobilière. Ça, c'est une vraie société civile immobilière. On est deux associés et on fonctionne avec des règles de majorité, etc. Mais souvent, les SCI qu'on connaisse, c'est pas ça. Ce sont des SCI familiales. Les parents, les enfants, on va faire une SCI pour être propriétaire d'un bien. Et évidemment, les règles ne sont pas les mêmes. Donc la SCI en matière de détention, ça ne va pas vous apporter grand-chose quand vous n'êtes pas deux véritables associés. Par contre, c'est un extraordinaire outil de transmission SCI. Pourquoi? Parce que, si on prend le cas de l'investisseur qui vous a posé la question précédente, il veut donner la toute propriété de son parc à ses enfants. Super, très bonne idée, fiscalement très intéressant. Sauf que, comme on l'a dit, à partir du moment où j'ai donné, je n'ai plus la totale liberté sur le bien que j'ai donné. Parce qu'en donnant un bien, même la nue propriété à mes enfants, j'ai fait d'eux, avec moi, des propriétaires. Alors, on n'est pas propriétaire de la même chose. Moi, je suis propriétaire de l'usufruit. Eux, ils sont propriétaires de la nue propriété. Mais pour vendre le bien, nous sommes devenus, moi et mon fils, deux propriétaires. Et donc, pour signer le mandat de vente, pour signer la promesse de vente, pour signer l'acte de vente, nous serons deux signataires. Et si je me suis fâché avec mon fils et qu'il ne veut plus signer, eh bien, je suis coincé. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte la SCI par rapport à ça? Eh bien, la SCI m'apporte le fait que, dans les statuts de la société, je vais pouvoir, à travers des clauses adaptées, me réserver le droit de vote à l'Assemblée générale. Je vais juste dire, dans les statuts, que si j'ai besoin de convoquer une Assemblée générale pour décider de la vente du bien, celui qui détient le droit de vote, c'est l'usufruitier. Autrement dit, j'ai besoin de vendre, je convoque l'Assemblée générale, et à la résolution numéro 1, vente du bien immobilier situé à, celui qui vote, c'est l'usufruitier. Autrement dit, grâce à la SCI et à la donation des parts sociales que je peux faire derrière, je vais me réserver le pouvoir sur le bien, alors même que j'aurais transmis la valeur économique du bien à mes enfants. Ça, il n'y a que la SCI qui peut me donner ça. Donc autant c'est pas un outil extraordinaire en termes de détention, autant en matière de transmission, ça me permet de concilier l'avantage de la donation avec réserve d'usufruit dont on parlait tout à l'heure, je donne les parts de la société, avec le pouvoir sur le bien, si j'ai besoin de vendre mon bien, parce que la vie a changé, etc., parce qu'il y a des choses, eh bien je suis seul décisionnaire. Et donc c'est un outil extraordinaire de transmission patrimoniale. Il ne faut pas hésiter à aller consulter vos notaires tous pour échanger avec eux sur ce sujet-là. Tout
Tout à fait. Et au-delà de ça, vous parlez de l'importance des statuts et je peux aussi qu'aller dans votre sens. C'est-à-dire que l'importance des statuts et l'importance de ne pas prendre les premiers statuts qui passent, qu'on trouve sur Internet parce qu'on se dit « oh, ça suffira, ça coûte moins cher et puis c'est pas compliqué de faire une société, il y a des statuts types ». Le problème, c'est que des statuts mal rédigés sont bloquants. Et en SCI d'ailleurs, ou dans n'importe quelle société commerciale, ou dans le cas d'une SARL de famille, peu importe la formation de la société, peu importe sa forme, des statuts mal rédigés peuvent être bloquants. Donc n'hésitez pas, pour tous les gens qui nous regardent, vraiment à faire appel à des professionnels, dont les notaires qui sont bien placés pour faire ça, pour rédiger vos statuts, c'est vraiment important. Avec la période qu'on a connue du coronavirus, et puis peut-être même après, est-ce qu'il est possible de signer à distance et comment ça marche ? Alors, vous avez plusieurs possibilités pour signer à distance et ça dépend de la nature de l'acte, comme vous l'avez très justement rappelé. Le premier sujet, la plupart des gens connaissent maintenant, sont familiarisés avec des procédés de signature à distance sur des documents usuels, que ce soit avec des logiciels comme YouSign ou DocuSign. Vous recevez des documents, vous avez des systèmes cryptés, vous avez des systèmes de vérification d'identité sur votre smartphone, sur des choses comme ça. Ça fonctionne très bien. Comment ça fonctionne chez nous, les signatures à distance? Alors, d'abord, vous avez aujourd'hui deux possibilités qui sont différentes. Vous avez ce qu'on appelle l'acte à distance. C'est quoi l'acte à distance? Alors, ça marche aussi bien pour les promesses de vente authentiques que pour les actes de vente authentiques ou tout acte authentique, de toute façon, que vous pouvez signer chez votre notaire aujourd'hui. Vous pouvez signer des actes à distance. Il suffit pour ça que les notaires soient équipés des systèmes numériques. Et aujourd'hui, on est sur des taux qui montent à une vitesse folle. On est à plus de 75% des études de France équipés avec des processus d'actes signables à distance. Comment ça marche? On a la vente d'un bien, prenons la vente d'un bien immobilier, mais ça s'applique pour d'autres choses. On a un bien immobilier, le bien immobilier est à Paris, le vendeur est à Paris, l'acquéreur est à Bordeaux. La période que nous venons de traverser, qui n'est malheureusement pas terminée, nous a conduit à réduire nos déplacements et tout ça. Donc, il faut le savoir qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'aller chez son notaire. Chaque client va chez son notaire. Le vendeur va chez son notaire à Paris. L'acquéreur va chez son notaire à Bordeaux. Et les deux notaires connectent leur logiciel de signature. Et il y en a un, évidemment, qui tient l'acte lui-même, mais comme c'était pour le cas l'acte papier. Et finalement, avec nos systèmes à distance, eh bien, le vendeur va signer sur la tablette numérique de son notaire à Paris. L'acquéreur va signer sur la tablette numérique de son notaire à Bordeaux. Et les deux notaires vont connecter leur dossier et signer à distance. Donc ça, c'est un système qui maintenant fonctionne parfaitement. Et on a une montée en puissance considérable de ces systèmes d'actes. Mais la période que nous venons de traverser nous a amené à franchir une étape supplémentaire, qui est ce que nous appelons la comparution à distance. C'est-à-dire que vous êtes... la question s'est posée principalement, mais pas que, mais au début principalement, pour les Français qui vivaient à l'étranger. Une réforme a supprimé le rôle de notaire des consuls. Donc, les représentations consulaires, chez qui on envoyait les Français de l'étranger pour signer des actes authentiques, ont vu leurs pouvoirs notariaux disparaître. Ça veut dire que j'étais à Sydney, en Australie, je devais signer un acte notarié, et ben je ne peux plus faire, à part prendre l'avion pour revenir en France ou aller chez un notaire de Nouvelle-Calédonie, c'est un peu moins loin. Bon, système très compliqué et système qui quand même n'était pas du tout adapté à la situation. Donc, la première période de confinement, celle d'il y a un an, a fait prendre conscience très rapidement de la problématique au pouvoir public, et il a été sorti la première version du décret dit de comparution à distance, qui fait que, à travers un certain nombre de paramètres aujourd'hui, je suis capable de tenir le rendez-vous par visioconférence avec vous, de vous lire l'acte que vous verrez sur votre ordinateur ou votre smartphone, et à un moment donné, de vous demander d'exprimer votre consentement, ce que vous allez faire, et je vais vous envoyer ensuite une attestation expliquant que nous avons bien tenu la réunion ensemble, qu'on a passé 1 heure, 1 heure et demie à parler de l'acte, et toujours de manière dématérialisée, à travers les logiciels notariaux et à travers les systèmes, parce qu'il y a malheureusement sur ce sujet peu de prestataires agréés, donc le notariat, on a un seul prestataire aujourd'hui qui respecte tous les prérequis imposés par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'acronyme ANSSI, qui supervise effectivement que
tout ça ne soit pas manipulé et fraudé par des hackers ou que sais-je, eh bien, je suis capable de recueillir votre consentement et de signer l'acte en indiquant dans l'acte que nous avons tenu le rendez-vous à distance, exactement comme on serait en train de le faire en ce moment. C'est-à-dire qu'on peut très bien le faire. On passerait pas par Zoom, parce que Zoom n'est pas agréé. On passerait par un logiciel qui s'appelle LifeSize, qui lui est agréé par l'ANSSI, mais c'est exactement le même process. Et à la fin de notre discussion, eh bien, je vous dirai, eh bien voilà, donc on a lu l'acte, donc est-ce que vous êtes bien d'accord pour que cet acte, je recueille votre consentement et je signe l'acte? Et oui, donc le système fonctionne. Il est aujourd'hui limité à une catégorie d'actes qui sont les procurations, pour l'instant. Voilà, la chancellerie, sagement, a quand même conscience du fait qu'on est dans des process qui sont, j'allais dire, expérimentaux. On a un peu dépassé l'expérimentation, mais on est quand même dans une révolution, hein. Et donc, la révolution, il faut la faire de façon, pour l'instant, mesurée. Donc, le système fonctionne très bien. Les actes qui sont signés sont quand même relativement nombreux, mais pour l'instant limités aux procurations. On se doute bien que c'est une première étape avant d'autres actes. Mais voilà, ça c'est vraiment ce que nous a apporté, si tant est que ça nous a apporté quelque chose. Mais l'époque que nous venons de vivre, c'est la considérable accélération de la dématérialisation des processus de signature. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Oui, ben, il y a toujours du positif dans le négatif. Et en effet, la procuration permettant elle-même de signer un acte d'achat immobilier, par exemple. Absolument. Donc, faut dire qu'on a réussi, et on avait traité, je me rappelle très bien, le décret à l'époque sur cette chaîne quand il est sorti, où c'était le confinement qui a forcé un petit peu la main au pouvoir public de permettre de faire ça. Donc, il y a eu du positif dans le négatif. Est-ce qu'il faut utiliser le bail notarié dans toutes ces locations? Première question. Et deuxième question, tout ce qui est compromis de vente et réitération, sous-seing privé, chez le notaire, quelle est la différence entre sous-seing privé et chez le notaire? Comment ça fonctionne? Bon, alors, le début de votre première question est un peu compliqué pour moi. Évidemment, je peux avoir une double réponse. La première réponse, c'est oui, utiliser le bail notarié dans toutes vos locations. Oui, je comprends bien que... C'est un peu compliqué pour moi de vous dire, bah non, surtout pas. Mais bon, au-delà de la boutade, c'est quoi l'avantage d'un bail notarié? L'avantage d'un bail notarié, c'est d'abord la qualité de la rédaction, mais on va pas se mentir. Aujourd'hui, le bail notarié en matière d'habitation, par exemple, c'est un contrat qui est tellement balisé par la loi que la plus-value du bail notarié, il se tient dans ce qu'on appelle la force exécutoire. C'est-à-dire, mon locataire ne me paie pas, comment je fais pour récupérer les loyers? Bon, si j'ai un bail sous-seing privé, il va falloir que j'aille voir un avocat pour aller au tribunal, pour que le juge dise oui, c'est vrai, c'est pas bien, il paye pas, donc il faut récupérer les loyers et il faut aller saisir ses comptes. Quand vous avez un bail notarié, le notaire vous a remis ce qu'on appelle une copie exécutoire, qui porte bien son nom, hein, parce que copie exécutoire, c'est pour exécuter. Et exécuter, ça veut dire quoi? Qu'avec votre copie exécutoire, vous allez voir un huissier, et vous lui dites, voilà, monsieur l'huissier, mon locataire ne me paie pas. Donc, je vous demande, avec le document que m'a remis le notaire, d'aller saisir les comptes bancaires du locataire. Donc ça, c'est le principal intérêt. Il y a pour moi quelque chose qui est très, très important, par contre, c'est en matière de baux commerciaux. Et certains de vos investisseurs peuvent faire des baux commerciaux. Bon. Là, le bail commercial, c'est aussi encadré par la loi, mais là, par contre, il y a plein de sujets à aborder. Vous avez utilement rappelé tout à l'heure que, bien sûr, qu'on va trouver sur le net des statuts de société, des matrices de baux qu'on va avoir pour une somme très modeste. Bon, parfait, très bien. Sauf que c'est comme quand vous allez dans un endroit où ça va aller vite et ça va pas être cher. On peut se poser la question sur la qualité de ce qu'on a. Là, c'est exactement pareil. Un bail commercial, c'est un contrat qui vous engage pour très longtemps. Hein. Je rappelle que le propriétaire d'un local commercial, quand il signe un bail, il part pour 9 ans. Et lui, à la fin, ne peut donner congé, dire à son locataire, bah, tu t'en vas, que dans des conditions tout à fait particulières. Et ensuite, s'il veut vraiment pas de son locataire, en lui proposant de l'indemniser sur la valeur de son fonds de commerce. Donc, vous imaginez que signer un bail commercial, c'est un acte d'une gravité extrême. Et donc, là aussi, on peut aller sur Internet et trouver des formules pas chères.
Mais si vous regardez les formules, et si vous n'êtes pas un juriste, vous n'allez pas forcément comprendre tout ce qui est écrit dedans. Et donc, ça veut dire que moi, je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir votre notaire pour vous faire expliquer les éléments techniques sur les baux commerciaux, les clauses, les choses trappes, ce qu'il faut éviter, qu'est-ce que vous avez le droit de récupérer sur votre locataire, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de récupérer. Là aussi, les lois ont bougé ces dernières années et on n'a pas le droit, contrairement à ce qu'on peut croire, de tout récupérer sur son locataire. Donc, les baux, le bail d'habitation, notarié, c'est mieux si vous voulez être sûr de récupérer vos sous plus vite. Par contre, où vous avez vraiment quelque chose qui est très important, c'est en matière de bail commercial. Là, soyez très prudents. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, compromis de vente, sous seing privé ou chez le notaire. Alors, moi, je crois qu'il faut bien comprendre quelque chose qui est absolument fondamental. C'est quoi le moment le plus important de l'achat immobilier? Eh bien, moi, j'ai la faiblesse de penser que le moment le plus important, aujourd'hui, c'est le moment de la promesse de vente. Pourquoi? Parce que c'est là que toutes les conditions se discutent. Toutes. C'est là où les gens se mettent d'accord sur la chose, sur le prix, je vends quel bien, qu'est-ce que je laisse dans le bien, est-ce que je laisse la cuisine équipée, est-ce que je laisse d'autres choses, est-ce que vous avez des investisseurs chez vous qui vous suivent, qui achètent en meublé. Bon, est-ce qu'on a une liste de mobilier précise avec la typologie des mobiliers, par exemple, vous avez acheté un appartement, vous êtes tombé ébahi par la qualité de la cuisine équipée qu'a mis le propriétaire. Et vous avez une cuisine dernier cri avec de l'électroménager top niveau. Bon, vous faites la liste. Vous mettez et vous prenez pas la peine d'écrire la marque de l'électroménager. Pardonnez-moi ces précisions diaboliques, mais on a été confronté à tous les cas de figure. Et vous arrivez le jour de l'acte et quand vous rentrez dans l'appartement, la cuisinière extraordinaire que vous aviez vue, elle n'y est plus. Et à la place, vous avez une cuisinière premier prix achetée chez un fabricant d'électroménager bien connu. Et si vous n'avez pas pris la peine de lister tout ça et de faire tous ces éléments-là, vous mettez un risque. Donc, la promesse de vente, c'est le moment fondamental. Et il y a, à ce niveau-là, vous le savez, de plus en plus de vérifications à faire. Il y a tellement de vérifications à faire au niveau de la promesse de vente que les gens d'ailleurs ne comprennent pas comment les notaires mettent autant de temps pour préparer les promesses de vente. Et c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, 70% de la documentation nécessaire à la vente doit être rassemblée à la promesse de vente. Et donc, moi, j'ai besoin, pour signer une promesse de vente, d'avoir un acte de propriété. Si je ne l'ai pas, moi, je ne fais pas de promesse de vente. J'ai besoin de tous les diagnostics techniques. J'ai besoin, si je suis en copropriété, vous le savez, de tous les règlements de copropriété, de tous les modificatifs au règlement de copropriété, même ceux qui ne concernent pas mon appartement. J'ai besoin de tous les documents financiers des 3 institutions déjà de copropriété, etc., etc. Bref, la masse documentaire dont j'ai besoin à ce moment-là, elle doit être rassemblée, elle doit être étudiée, elle doit être validée, de manière à ce qu'on puisse expliquer aux vendeurs et à l'acquéreur les tenants et les aboutissants de la transaction. J'ai même en général une boutade vis-à-vis des clients qui me disent « Non, mais moi je viens pas à la promesse, c'est pas grave, signez là, il n'y a pas de problème, je viendrai là à l'acte. » Mais quand on arrive à l'acte définitif aujourd'hui, on va dire que, à la limite, si quelqu'un me dit « Vous voulez que je sois là à la promesse ou vous voulez que je sois là à l'acte ?» Dire « Mais venez à la promesse, parce qu'on va avoir des choses à discuter à l'acte, quand j'arrive à l'acte. » Tout est réglé. Ça veut dire que mon dossier administratif est bouclé. Ça veut dire que l'acquéreur a eu son financement. Ça veut dire qu'on a revisité le bien, qu'il n'y a pas de sujet et que le rendez-vous de signature chez moi, de signature de l'acte, il est très rapide parce qu'on a tout vu avant. Donc, la promesse de vente, quelle est la forme d'une promesse unilatérale ou quelle est la forme d'une promesse synagmatique, c'est un document qui est le plus important. Et l'importance de l'intervention des professionnels immobiliers, c'est là. Ça ne veut pas dire qu'il y a des agents immobiliers qui font mal leur travail, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il y a des agents immobiliers qui rédigent très bien les compromis sous privés, pas de sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que les membres de votre communauté aient conscience de l'importance de ce moment-là. C'est ce moment-là qui est absolument crucial. Et pour moi, la plus-value du notaire, c'est là qu'elle est apportée. Parce que effectivement, on va se poser des questions. Alors, certains agents immobiliers se les posent, et c'est très bien, d'autres peut-être un peu moins, et il faut impérativement avoir l'expertise juridique des notaires à ce moment-là. Alors ça, pour moi, c'est absolument fondamental.
Eh bien, bon, bah, on arrive quand même à être pas mal d'accord, Maître Messan. Ouais, c'est ça. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu de l'interview et je vous dis à bientôt. Eh bien, écoutez, merci de ce moment passé ensemble et écoutez, à très bientôt.